La piste semble se confirmer. Un trafic de drogue serait au cœur du règlement de compte qui a coûté la vie hier soir à un jeune homme de 18 ans dans les quartiers nord de Marseille. Le mode opératoire est toujours le même. 2 hommes en scooter surgissent, armes au poing, avant de s'enfuir, ne laissant aucune chance à leurs victimes. Reportage hier soir sur place, Karim Baïla et Alban Poitevin. Un groupe d'hommes armés, vraisemblablement de Kalachnikov, ouvre le feu sur une voiture stationnée. La cible, un jeune homme d'origine comorienne, âgé de 25 ans et tout juste sorti de prison. Un règlement de compte qui intervient cette fois-ci en pleine journée, en période de vacances scolaires. Je peux vous dire qu'il y a à Marseille une immigration comorienne importante qui est la cause de beaucoup de violences. Moi je pense qu'il faut défendre nos valeurs, on est comoriens, on est fiers d'être Marseillais, on est à Marseille, on est 80 000, on est un peu pacifiste. Et il ne faut pas s'arrêter sur des apparences, il faut aller dans les profondeurs, voir le pourquoi du parce qu'il y a autant de délinquance. Je m'appelle Ali Aboubakar, je suis venu en France à l'âge de 6 ans. J'ai vécu une partie de mon enfance à Grenoble et puis j'ai débarqué à Marseille à l'âge de 11 ans, si ma mémoire elle est bonne. Donc j'ai fait des conneries dans le quartier, dans la cité. On traînait beaucoup, des vols à l'étalage, ceci. Bon, ça a commencé par des petits conneries. Du coup, on m'a mis un éducateur spécialisé qui m'a suivi pendant 1 an. Et ils ont décidé que pour moi, il valait mieux que je me trouve dans un foyer pour mieux être ailleurs, loin de mes amis. Je n'ai pas toutes les explications, je n'ai que des constatations. La population des jeunes d'origine comorienne, maintenant enfermées en prison, devient plus importante. La population de jeunes filles, de jeunes femmes qui finalement ont des comportements aussi un peu borderline, un peu... Bon, ça aussi, ça devient de plus en plus important. Et vous, comme personne de l'éducation, est-ce que vous le remarquez, ça? Nous le remarquons dans les écoles. Nous le remarquons beaucoup dans les écoles où les enfants comoriens, on peut dire à partir du CM2, commencent à développer des comportements plus revendicateurs et plus peut-être parfois plus violents que ce qu'ils le faisaient auparavant. Moi, le regard que je pose pour moi, après il y a des personnes qui vont me dire oui, il y a des personnes qui vont peut-être pas avoir le même regard, chacun a son opinion. Mais pour moi, là où j'ai vécu, que je suis passé dans cet endroit-là quand j'étais jeune et j'ai vécu ce qu'ils sont en train de vivre là, bon, même si c'est passé à un autre, on va dire à un autre level, c'est qu'il y a eu un délaissé. Il y a eu un délaissé des jeunes comoriens. Pourquoi je dis qu'il y a eu, on a laissé cette génération-là où on n'était pas préparé à cette génération-là, c'est qu'on ne voyait pas venir. On ne voyait pas venir toutes ces stratégies qui arrivent là, tous ces cadavres qu'on découvre tous les jours au journal télévisé. Le Comorien de base, ou même le Comorien, le grand frère, ne voyait pas venir ça. Tu vois? Et nous, je t'avoue que moi aussi, je ne voyais pas venir. J'ai fait beaucoup d'entretiens pour mes différentes enquêtes, puisqu'auparavant j'avais travaillé dans mon DEA sur les relations entre les familles comoriennes et l'école et le résultat sur les scolarités des enfants. Donc j'ai demandé à beaucoup d'enseignants comment ils considéraient cette population. En général, ils me disent: jusqu'à présent, nous n'avions pas de gros problèmes puisque les familles et nous-mêmes, nous collaborions facilement. Et puis maintenant, nous voyons de plus en plus d'enfants qui deviennent plus que turbulents, qui deviennent insultants, qui deviennent violents vis-à-vis de leurs camarades, mais aussi violents vis-à-vis des enseignants. Et nous ne savons plus que faire. Nous convoquons des familles, les familles ne viennent plus. Il semble soit que les familles aient honte du comportement de leurs enfants, mais encore plus, et ce serait peut-être plus grave, qu'ils ne s'en préoccupent plus. Ils sont très peu les parents comoriens. Moi, je suis parent d'élèves et j'en ai vu très peu s'investir, venir aux réunions. Le décrochage scolaire aussi, il fait en sorte que cette délinquance
augmente. Mes collègues enseignants me disent mais qu'est-ce qu'ils en font de ton ethos comorien, enfin, et de leurs valeurs, et c'est vrai que ces valeurs deviennent de plus en plus difficiles à transmettre. Pourquoi plus difficiles à transmettre? D'abord, la composition de la population comorienne a changé. Il y a de plus en plus de Comoriens qui viennent, mais de plus en plus aussi de personnes isolées, notamment de femmes isolées. Moi, ça fait 12 ans que je suis séparée. Et j'ai élevé mes enfants comme j'ai pu. Je travaille, j'ai une très bonne situation. Et mon fils, enfin, je pense que ça l'a touché, notre séparation. Et c'est à cause de ça qu'il a sombré dedans. Parce qu'il allait à l'école jusqu'en quatrième. Et il faisait des absences répétées, on m'appelait tous les jours, tout ça et tout. Et quand j'allais, quand j'avais le temps, parce que je travaille, et puis après de là, je l'ai mis en privé. Il est allé 2 mois, il n'est plus allé, après c'était fini. C'est très très dur pour une femme de ménage à élever des garçons tout seul. Voyez, je vais vous donner un exemple. On sortait de l'école, il n'y avait personne pour nous. Du coup, il n'y avait personne pour nous dire oui, il faut garder, il faut ça. On était tout de suite, on prenait le ballon, on était tout de suite dehors. Du coup, on n'avait pas... Quand il y avait mon frère, c'est pour ça que j'ai commencé par là, quand il y avait mon frère à Grenoble, on était très bien serrés parce qu'on faisait le devoir. Il avait vraiment un œil sur nous, que ce soit sur le Chioli, que ce soit sur l'école française. Et il nous faisait les devoirs, il était très strict. Et du coup, quand lui, il est parti pour faire ses études en Angleterre, ma mère, la pauvre, elle était toute seule, donc on veillait sur 2 garçons, surtout moi. Elle n'avait pas de force. Et elles sont en même temps, le papa, la maman, celui qui fait répéter les leçons à sortir de l'école, celui qui doit s'occuper de payer la cantine, celui qui doit s'occuper de garder le logement, celui... Bon, et ces mamans-là ne peuvent pas tout faire non plus. Kaiti nyangu kadhalika kange mzima donc nukatina shua ikazifanyishia zode zaomba yede hili sisi ruko hame shazirongo hizo zo mengoni mwezi rongo zitamisha wana haku. Il y a des situations qui sont franchement des situations désespérées de femmes, hein, où elles se trouvent dans un isolement total et où elles souffrent certainement beaucoup. Elles souffrent beaucoup. Et leurs enfants, par là même, souffrent beaucoup, puisque quand une maman souffre, ce sont les enfants qui souffrent. Ma mère, quand je rentre, je pense souvent à elle. Du coup, je pense souvent à elle parce que quand je suis seul dans ma cellule, je dis qu'est-ce que pense ma mère de moi, quelle est l'image de ma mère qu'elle a en moi. Et comme je l'ai dit dans mon texte, je l'ai dit, je suis désolé de te ramener la défaite plutôt que la victoire. Pardonne-moi, maman, pardonne-moi de t'amener la défaite plutôt que la victoire. À cause de moi, tu as trop eu d'histoire. Je t'ai trop donné de peine à boire. J'ai trop peur de venir te voir, prendre ta main et sentir ton chagrin. Mère, tu aurais voulu que je sois avocat ou médecin, mais j'ai raté ce train. Je suis monté dans le wagon de la délinquance. Ça allait trop vite, je ne pouvais plus descendre. Je vivais dans la peur de me faire prendre. Moi et l'école, on ne pouvait plus s'attendre. J'ai rendu mes fournitures scolaires et j'ai mis ma casquette de gangster. J'ai traîné dans le hall avec ce revolver tout en passant à toi, mère. Pardonne-moi d'être le fils de la honte, toi qui m'as tant aimé. Ils m'ont enfermé, prisonnier. Envers toi dans mon cœur, j'ai tant de regrets. Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer, de ne pas être ce fils de dignité. Pardonne-moi, ô toi la aimée. Pendant très longtemps, les Comoriens ont eu l'image de personnes discrètes, réservées, ne faisant pas de bruit, ne se révoltant pas. Et c'est vraiment une image qui a collé à cette population, qui était très forte. Et c'est vrai que les révoltes, comme celle d'Ibrahim Ali, ou même celle plus récente du crash du Yéménien, c'était des révoltes dans la dignité, sans hurlement de colère et de vengeance, sans vindicte, hein, mais quelque chose de très digne. Les jeunes maintenant, ils se sentent certainement
encore plus dépassés que leurs aînés. Il n'y a plus, quand les aînés sont venus, quand on émigre, c'est très difficile d'émigrer parce qu'on va renoncer à tout ce qu'on était auparavant, on va laisser ce qu'on aime et on va devenir quelqu'un de différent. Et ça, c'est très dur à accepter. La migration, ça crée un choc, un traumatisme. Et ce traumatisme-là, il peut persister de génération en génération. Un parent qui a quitté les Comores avec un projet migratoire, venir ici, avec la manière de vivre ici, les difficultés de s'insérer, vous savez, c'est-à-dire quand on quitte là-bas, quel était le projet? Je devais venir ici pour étudier, pour avoir un avenir meilleur. Ça a fait mal, et moi aussi ça m'a fait très mal. Et le pleur de mon père, je le vois comme là maintenant et tout que je te parle. Mon père il a pleuré quand il m'a vu partir. Et je pense pas qu'un jour ça pourra partir. Je pense pas que ces images-là vont partir. Donc je me souviens très bien. Alors les anciens ont fait des sacrifices dans cette dignité en espérant qu'ils allaient pouvoir mieux éduquer leurs enfants. Je pense qu'une des principales causes d'immigration des Comoriens vers la France ou vers d'autres pays, ce n'est pas comme certains disent le financement du grand mariage, ça c'est du folklore, c'est le fait de fuir une situation impossible pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. C'est vraiment dramatique ce qui se passe au niveau de la population. Ils ont fui cette situation pour donner le mieux à leurs enfants. Et vous verrez que les parents qui quittent le pays, enfin qui quittent les Comores, vous le savez, les difficultés des parcours, arriver là, pour y arriver à s'insérer, à s'installer, et bien les violences qui sont aux parents, eh bien, on peut le voir demain chez les enfants qui peuvent être perturbés et qui peuvent entraîner justement une forme de désordre, de déviance qui est néfaste pour les enfants eux-mêmes, mais aussi pour les parents et pour la communauté. Il faut savoir que moi, j'ai une double culture ou même une triple culture. Ce qui me disait une bonne femme, je ne savais pas qu'il existait ce statut-là. C'est des gens comme vous, on les appelle des nini. J'ai rigolé, il m'a dit non, c'est vraiment un statut. Des gens comme vous, on les appelle les nini, ni français, ni comoriens ou africains, comme j'ai dit dans le truc, on les appelle des nini. Donc, quelque part, nous, moi, même si eux ils me rejettent ou qu'ils disent je ne suis pas français ou des gens me disent ouais, tu n'as pas la culture française, on est quand même, on a cette petite culture-là. On a besoin aussi à un moment que la famille soit là, de partager, faire comme vivre un peu, quand j'ai envie de dire, à l'européenne, tu vois, maman, mais si derrière tu as envie de vivre à l'européenne et que derrière on te fait comprendre des choses comoriennes, à la comorienne, tu vois qu'il faut faire le grand mariage, il faut faire ci, il faut faire ça. Et maman, même le jeune lui-même, même celui qui fait rien, il est perdu. Ça fait partie des souffrances de l'immigré. Et si je pouvais en rajouter une à celle de Sayad, qui faisait l'inventaire des souffrances de l'immigré, je rajouterais celle-là. C'est que la grande souffrance, c'est que nos enfants deviennent différents de nous quand on émigre. Et que nos enfants prennent autant de cette culture du pays où on a migré que de la nôtre. Et donc ils deviennent par là même d'autres êtres. Mais nous savons tous quand nous avons des enfants, et moi j'ai des enfants, qui vont devenir différents de nous. Un individu, il est relié à plusieurs mondes. Et la richesse d'un enfant comorien, c'est qu'il parle plusieurs langues. C'est une richesse. Il y a la langue maternelle, la langue comorienne, à mon avis, qu'il faudrait développer encore plus, à parler la langue comorienne, pour mieux s'insérer, pour mieux parler la langue française. Puisque quand un Comorien il dit « Bonjour papa », moi j'aurais aimé en même temps qu'il dise « Kwezi mbaba ». Le mot « kwezi », quand on le traduit « respect papa », c'est encore autre chose. Et ça permet justement qu'on parle les langues et ça enrichit à la fois cette dimension de respect, mais ça enrichit aussi aux enfants de pouvoir développer des capacités cognitives pour mieux s'insérer dans le système éducatif. Il faut expliquer juste à son enfant qu'on a double culture. Et cette culture-là, on la laisse en France. Ça veut dire ton enfant, il faut que tu prennes du temps avec ton enfant.
Aller au parc, on n'a pas besoin d'être riche pour épanouir ton enfant ou bien s'en occuper, l'éducation. Prendre le temps, ne serait-ce même les réunions à l'école. Pour moi, il faut trouver un juste milieu, tu vois. Parce qu'on est des Comoriens, je suis Comorien, je suis fier de l'être. Mais quelque part aussi, on a grandi en France, on a ces codes-là aussi, tu vois. Exemple, aujourd'hui, des jeunes, on est là, moi et toi, juste te prends un truc simple, on est en train de boire un café. Avant, nos anciens ne faisaient pas ça. C'était trop. Ils disaient non, on ne peut pas boire un café et tout, ça ne se fait pas. Ils ont cassé famille, on a rien des tu vois. Tu as compris ce que je veux dire. Donc, il y a eu cette génération-là. Et quand je vois les parents qui délaissent ces jeunes-là pour faire pour des ambiances de mariage, pour ça, ils ne savent pas si l'enfant il est dehors ou à quelle heure ou tout ça. Et après, voilà. Ils laissent à deux autres personnes les éduquer, parce que c'est ça que je dis, ils laissent à deux autres personnes les éduquer, ça devient comme on le voit tous les jours. Parce que comme je te disais tout à l'heure aussi, il y a un abandon, que ce soit les grands frères, que ce soit les parents, que ce soit de la jeunesse comorienne, il y a un certain abandon, parce qu'il n'y a pas un accompagnement. Et quand les parents ils laissent leur fils à la maison, ou la petite fille qui a 16 ans, 15 ans, qui sortent tout seuls dans le quartier et qu'on leur parle, et puis un jour, oui, on fait ça, fumer une cigarette, c'est bien et tout, ça, parce que tout ça, les parents ne sont pas là. J'ai rencontré pas mal de femmes qui sont vraiment désespérées. Ils demandent de l'aide, et cette aide, ils demandent au sein de leur propre famille, parce que quand une femme n'y arrive pas, parce qu'il y a des femmes qui essayent, mais c'est pas pour ça qu'ils arrivent. Parce qu'une fois que l'enfant est dans la rue, tu auras beau faire une éducation, si ton enfant est influençable, il a du mal. Je pense que l'éducation des parents ne fait plus d'effet, parce qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Ils les laissent se livrer à eux-mêmes, à cause des machouli, qui sont répétitifs. Le samedi, dimanche, ça fait que les jeunes, ils vont ailleurs. Mwana nehika hajuha ubotasi kaja hunda chai hano kaja lamba hindu bomtsana na mdzizahi habala 50 euro hende haka huichuza haruma ukumbi nge oblige ka haru hubonzi haundu mndu hamnika mnapaki hamwambia kasi nike mndu ole mnapaki ola banga mjuhunika di euro ngujoenda yabe heno yaringe di euro ila ya huli sandwich wa imanga bondo gortelewa leo yo ka sandwich maudu ikashati oshawi kapera kaba atomwiso ijamil euro na 2000 euro ngundo mapesa menji yabo kana udungo msomo ngujo prefere yande adunge hula jonda mapesa haraka no katujua parce que hajua haruma ujinga haruma environnement uyo ngiyombi. Aujourd'hui, c'est vrai, si tu vois ton fils amener une somme importante à la maison, déjà de parler, de dire voilà, c'est de le faire comprendre c'est quoi cet argent, où tu l'as eu, ou je sais pas, tu vois, d'avoir une discussion. Aujourd'hui, les parents, malheureusement, il y a certains parents qui ne demandent même pas d'où viennent ces sous-là, tu vois. Ils les prennent, mais ils ne demandent pas la couleur et comment ils ont eu, tu vois. Et même si ils le savent, mais d'avoir une discussion, tu vois, une discussion, de parler, de ne pas rejeter la personne, parce que la rejeter, c'est le perdre. J'ai pas envie de dire ouais, malheureusement il y a des gens qui le perdent à vie, parce qu'on voit beaucoup de cadavres, de meurtres chez nous, mais de lui laisser à l'abandon, de ne plus adresser la parole, ou de dire ouais que mon fils voilà, et je te parle plus, tu es devenu un voyou, c'est pas la solution, parce que voilà, tu vas le perdre pour tout le temps, ou peut-être voilà, ou pire, il saura voilà comment on sait. Donc les enfants disent, mes parents ont fait tous ces sacrifices. Ils continuent à faire des sacrifices, à envoyer de l'argent au bled ou au pays. Maintenant ils disent le bled, un peu comme les Maghrébins. Mes parents vont envoyer de l'argent au bled et nous, on manque de tout. Hein. Ils ne peuvent pas se rendre compte de l'importance de ce lien qu'il faut maintenir. Hein. Ils se rendent compte que finalement, eux, ils ne tirent ni aucune reconnaissance ici en France, dans leur statut social, ni ils ne tirent pas de bien-être non plus. Et donc, ils se mettent à se révolter plus violemment. Et cette violence, je suis même étonnée qu'elle ne soit pas venue plus tôt. On ne peut pas dire ça, c'est ça qui traîne la délinquance,
c'est ça qui favorise ou pas qui favorise pas. Mais moi, je pense que ce qui me paraît très important, c'est de traduire, d'expliquer quand un parent est en train de faire quelque chose. Ils font les mariages, il faut parler pourquoi on le fait. On fait le majlis, pourquoi nous faisons le majlis. Toutes nos actions doivent être parlées. Alors justement, vous personnellement, la communauté comorienne, votre communauté, est-ce que vous sentez qu'elle est plus touchée qu'une autre par la délinquance? On va pas nier qu'il y a aujourd'hui un problème de fait de délinquance, mais elle ne frappe pas simplement la communauté comorienne. Aujourd'hui, on nous a ghettotisés dans des cités en créant des problèmes. On savait ce qui allait pouvoir arriver. La communauté comorienne, comme d'autres communautés, ont des valeurs. Ces valeurs-là ont fait barrage pendant un certain temps, mais à un moment donné, quand on ne cherche pas des solutions et qu'on cherche systématiquement à stigmatiser des populations au lieu de trouver des véritables solutions, on arrive à ce qui arrive aujourd'hui, à savoir une très forte délinquance dans la cité phocéenne. On dit les gens ne s'intègrent pas, mais une population s'intègre quand on veut bien l'intégrer. L'intégration, c'est quelque chose, tu viens chez moi, mais moi je te veux, et je veux que tu viennes m'aider, et tu m'apportes quelque chose, et je reconnais qui tu es. Je ne te traite pas comme n'importe comment. L'intégration, ça se fait d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai que beaucoup de petits Comoriens, par exemple, ceux qui vivent à la Belle de Mai, vous avez vu les conditions de vie à la Belle de Mai? Ceux qui vivent à la Belle de Mai, c'est que le nom qui est beau. Ouais, je me suis trouvé dans un quartier, vraiment, c'était porte ouverte. Je dirais même c'était la jungle, tu vois, à l'époque. Donc, ils prenaient vraiment je ne vais pas dire les plus faibles, mais on était vraiment engrainés par les grands. Du coup, quand on n'avait pas une personne pour nous appeler, pour dire oui, monte à la maison, qu'est-ce que tu fais, et tout ça et tout, on était vite influencés par ces mauvais racines, tu vois, ces mauvais racines-là, et puis très vite j'ai glissé, très vite j'ai glissé. C'est pour ça, de l'âge de 11 ans à 13 ans, j'ai vraiment glissé. Et lui, c'est un petit très influençable. C'est qui le fait, je sais. Qui le fait, même s'il me dit qu'il n'est pas dedans, je sais très bien qu'il fait ça. Parce que un enfant qui loue des voitures, c'est très cher pour louer une voiture. Un enfant qui a des sous sur lui. Un enfant qui a plus besoin que je lui donne de l'argent, alors que je lui donnais de l'argent avant, c'est qu'il le trouve ailleurs. Aujourd'hui, quand tu vois un jeune, il est dans un quartier qui voit des personnes en une journée se faire 1000 € ou 500 € parce qu'il s'est mis sur un poteau ou 100 € et tout, va faire comprendre aux jeunes de faire une formation ou d'aller acheter, je sais pas moi, de continuer ses études, parce que quand tu continueras tes études, tu auras tant par mois. Tu auras tant par mois, mais il faut faire tes études jusqu'à cet âge-là. Et ce jeune-là va le faire comprendre. Il voit des personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas même écrire leur nom. Ils gagnent des 20 000 €, 34 000 €, 30 000 €, 40 000 € par mois. Lui, dans sa tête, même, il se dit, c'est des conneries qu'il me disent, tu vois. Lui, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, et pourtant, voilà, il a ça. Il ne va pas voir le danger. Il ne va pas voir le danger. Pour lui, c'est un travail comme les autres. Chaque fois que je l'appelle, il me dit, je fais rien, t'inquiète pas. Quand il y a un mort ou un truc comme ça, je l'appelle, j'envoie des messages, tout ça et tout pour savoir où il est. C'est très difficile pour moi à vivre. Moi, ce que j'ai à dire aux parents, qui vraiment, j'aimerais bien les rencontrer déjà, tenter de parler ensemble, répondre à leurs interrogations, à leurs doutes, de leur dire que tout enfant, quand même, il y a un ordre et puis il y a des désordres. Les enfants peuvent poser des désordres, mais on peut les ramener à l'ordre. Et aux parents de raconter leur parcours à leurs enfants, mais dans un groupe, de ne pas avoir peur de venir au Chioni, de ne pas avoir peur de venir dans le groupe des paroles, pour parler de leur histoire, pour que les enfants, même si les enfants ne sont pas là, mais lorsqu'un parent accepte de venir dans une assemblée de l'école, dans un groupe des paroles, pour évoquer l'histoire des enfants, pour évoquer son histoire là-bas, son histoire ici, permet en tout cas aux enfants d'être portés, d'avoir une enveloppe, d'avoir
une couverture. Je suis bien peu de choses pour donner des conseils à quiconque. Mais par contre, le regard que j'ai, c'est je suis admirative de voir la capacité d'entreprendre de cette population. Et cette capacité, là vous parliez d'intégration, à s'intégrer dans les tissus sociaux, associatifs, politiques aussi, de prendre part à la chose publique qu'ont les Comoriens et les Comoriennes. Moi personnellement, après c'est pas tout le monde, tu peux pas sauver tout le monde. Mais moi personnellement, quand j'ai commencé à changer, c'est quand j'ai commencé à parler avec des grands frères comme toi, à des personnes qui... j'ai commencé, Allah, encore une fois, il m'a poussé à connaître ces gens-là. Et quand ils ont commencé à me parler, à me faire voir qu'on pouvait faire autre chose que cela, j'ai commencé déjà à croire. Quand je voyais à l'époque, toi on parlait avec un ami à moi, à l'époque quand tu avais Comor Mag, c'était une fierté. Tu vois, avec un ami à moi, Ahmed, on en parlait la dernière fois, il me disait moi c'était une fierté. Je voyais Ben Amir comme un intellectuel de haut. Du coup, c'était vraiment comme Salima Chibou que Allah le fait miséricorde, que j'ai dédié sur mon livre. Quand j'ai lu le premier livre de ma vie, que j'ai pris le temps de le lire, c'était Métro Bougainville. Et quand j'ai lu Métro Bougainville, je me suis reconnu. J'ai dit, ah ouais, le mec, il a osé, il a fait des choses, il a parlé de la communauté, il a parlé des trucs qui n'allaient pas, tout ça et tout. Donc, ça m'a donné envie de lire. Et c'est pour ça aussi, quand il y a certains amis à moi, ils m'ont dit, ouais, tu es sûr et tout, tu as envie de faire ce livre, tu vas le défendre et tout. J'ai dit, oui, je suis sûr, je vais le défendre. C'est par rapport à ça. Parce que quelque part, peut-être il y a un jeune qui va regarder cette vidéo, quelque part il va lire mon livre ou quelque truc, il va dire je le connais, ou Abou est en train de dire des choses que j'ai vécues ou que je suis en train de vivre. Et quand moi je voyais vous, que ce soit Salima Chibou, toi ou d'autres, ça me donnait, j'ai dit ah ouais, en vérité les Comoriens, on peut faire des choses.